Dans Mario Odyssey, on attrape des lunes. On attrape des lunes en battant des boss, on attrape des lunes en jouant l'acrobate, on attrape des lunes en plantant des graines, en cassant des murs, en sautant sur des talus, en changeant de vêtements, en passant dans un magasin, en se baladant, bref, on attrape des lunes pour absolument tout et n'importe quoi. Et je dois vous avouer que ça m'a un peu déstabilisé, parce que tout au long de mon expérience, mon état d'esprit oscillait constamment entre « Hey, j'aimerais bien avoir des lunes » et « Mais pourquoi je me tanne à faire tel ou tel truc juste pour avoir une lune à la noix ?» Et finalement, après une bonne douzaine d'heures, le jeu a complètement perdu mon intérêt. Je savais qu'il y avait encore plein de choses à faire et à découvrir, mais j'avais juste plus envie. Et si j'arrivais pas à formaliser pourquoi, j'étais certain que cette histoire de lune était au cœur du problème. Du coup, je me suis dit que c'était peut-être une bonne occasion pour s'intéresser justement aux récompenses dans les jeux vidéo. Pourquoi il y en a absolument partout? Qu'est-ce que c'est précisément? Est-ce qu'il y en a de différentes sortes? Et surtout, comment doit-on les considérer en abordant un jeu? Bref, a-t-on besoin d'une carotte pour jouer? C'est la question du jour. Avant de parler concrètement de récompenses, il me semble judicieux de s'intéresser au contexte dans lequel elles existent dans un jeu vidéo, à savoir la fameuse boucle de gameplay. C'est un concept qu'on a déjà évoqué dans l'émission, mais pour reposer un peu les bases, il s'agit d'un cycle composé de 3 éléments, objectif, action et la fameuse récompense. Les boucles de gameplay sont présentes dans à peu près tous les jeux vidéo, et je dis à peu près pour la sécurité parce qu'en vrai je vois pas d'exemple où ce n'est pas le cas, tant le concept est souple et peut s'adapter à des propositions très différentes. Du moment qu'on peut définir un truc qu'on veut faire, un truc pour le faire et un truc une fois que c'est fait, c'est bon, t'as une boucle de gameplay. D'ailleurs, il n'y a jamais qu'une seule boucle dans un jeu, puisqu'on peut en observer sous différentes formes et sous différentes échelles dans un même titre. Par exemple, prenez le dernier Doom. La première boucle qu'on peut noter, c'est celle qui enveloppe tout le jeu et qui consiste donc à le terminer. Oh, elle était pas facile à voir celle-là, hein? Ah, tu sais, ça va bientôt faire 3 ans que j'analyse les jeux, Maxime. Je commence à avoir l'œil. On a un objectif simple, finir le jeu, on le traverse et du coup, on le finit. Maintenant, si on zoome un peu à l'intérieur de cette boucle, on peut en voir plusieurs. Le jeu est découpé en chapitres, et chacun de ces chapitres constitue aussi une boucle qui suit un schéma objectif, action, récompense. Ensuite, si on zoome dans un chapitre, on tombe sur une des scènes de combat qu'il compose. Nouvelle boucle donc, puisque l'objectif c'est de tuer tous les ennemis pour passer, on défonce tout, et on peut du coup progresser pour recommencer à essayer de tout défoncer. Et on peut encore zoomer, on peut considérer que dans un combat, chaque ennemi est une composante d'une boucle distinctive. Tuer un cacodémon c'est un objectif qui a besoin d'une série d'actions pour être atteint et qui apporte une récompense au joueur, le cacodémon n'est plus. Et puisqu'on y est, on pourrait même regarder encore plus près et envisager chaque tir comme une boucle de gameplay. Je veux faire un headshot, et si j'arrive à coordonner ma visée et mon tir, bim, la tête explose. Et on va s'arrêter là. Par contre, vous noterez que si là je me suis vraiment concentré sur les combats, il y a aussi d'autres boucles qui opèrent dans le jeu et à tous les niveaux. Explorer une zone, esquiver un tir, sauter sur des plateformes, etc. Toute une série de verbes au cœur de multiples boucles qui s'enlacent les unes aux autres pour former l'ensemble du gameplay avec lequel on peut interagir. Et cette grille de lecture s'étend à l'ensemble du jeu vidéo. Peu importe que vous soyez sur un jeu de combat ou un walking simulator, on peut toujours les décortiquer et isoler des boucles plus ou moins larges et plus ou moins complexes. Et si les récompenses sont aussi importantes dans le design d'un titre, c'est parce qu'elles viennent conclure et relancer toutes ces boucles. Ce sont elles qui vont inciter les joueurs et les joueuses à y prendre part. Et du coup, leur nature et leur implémentation vont être déterminantes pour l'expérience de jeu. Maintenant, on va faire un peu le tri. Suivant la boucle et son importance dans le game design, une fois qu'on est au bout, il se passe plein de choses. Les récompenses naissent à la fois dans notre tête, dans le jeu et entre les deux. Histoire d'y voir plus clair, les théoriciens qui se sont penchés sur les récompenses les ont scindées en 2 grandes catégories, intrinsèques et extrinsèques. Les récompenses intrinsèques sont celles qui sont indissociables de la boucle de gameplay. Elles naissent en nous par le simple fait d'y prendre part. En gros, c'est le plaisir qu'on va ressentir quand on va réussir à faire quelque chose qu'on avait envie de faire, et ce pour des raisons intangibles. Ça peut être la curiosité qui nous mène à escalader la montagne de la Nelle, la recherche de maîtrise quand on tourne autour d'un guerrier de la forteresse de Seine pour lui caler un backstab, l'appropriation de notre environnement quand on cherche à pénétrer dans une salle sécurisée de Talos One, l'envie d'en apprendre plus sur un univers quand on va discuter avec des PNJ dans une ruelle de Possum Springs, ou même tout simplement le kiff de traverser Los Santos à tombeau ouvert dans une féfé des familles. Ici, le plaisir va naître de l'activité en elle-même. En psychologie, on parle d'activité autotélique quand on fait quelque chose qui n'est motivé que par le fait de le faire, et y arriver aboutit à une récompense intrinsèque. Si on simplifie à fond, on arrive à un truc du genre, c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. Alors bien sûr, les designers cherchent en priorité à générer en nous de telles récompenses, et logiquement, elles se retrouvent au cœur de la proposition d'un jeu. Mais même si tout ça est entretenu par des feedbacks visuels, sonores ou autres, au fil du temps, l'intérêt s'estompe forcément. Et si normalement les boucles se renouvellent en se diversifiant, le plaisir de jeu peut fluctuer, voire s'étioler bien avant qu'on ait parcouru tout ce qu'on avait prévu pour nous. Et c'est donc là qu'entrent en jeu les récompenses extrinsèques. Cette fois-ci, ces récompenses sont extérieures aux boucles, et sont donc dissociables de celles-ci. L'exemple le plus parlant, parce qu'il est peut-être le plus à l'extérieur, ce sont les Achievements Steam ou les trophées du PSN.
C'est un peu la carotte par excellence, et si souvent elle valide la progression, elle tend parfois à simplement donner un intérêt à une activité à laquelle on n'aurait jamais pris part. J'avoue, j'ai fait les 100 plumes d'Assassin's Creed 2 juste pour avoir le platine. Et après je me suis dit que plus jamais j'en aurais quelque chose à foutre des trophées. Bien sûr, on peut trouver des récompenses similaires en jeu, ça peut être des médailles, des costumes alternatifs, un pins dans votre inventaire qui symbolise un de vos hauts faits, bref, un petit bon point que le jeu vous donne parce que vous avez accompli telle ou telle action spécifique. En parlant de points, il y a évidemment aussi les scores. Certains d'entre vous se souviennent peut-être de Flappy Bird, dont le succès n'aurait probablement pas pris la même envergure s'il s'était contenté de sa profondeur de jeu pour retenir l'attention de ceux et celles qui ont mis les mains. Hérité de l'époque de l'arcade, toujours présent dans les beat'em all et dans un bon nombre de jeux compétitifs, le score est une forme de récompense qui encourage le dépassement de soi et qui se repose sur nos instincts de compétition tout en valorisant explicitement nos compétences. Ensuite, on peut penser à toutes les récompenses qui sont des éléments constitutifs d'un système économique. Alors il y a d'abord l'argent, le bif, la moula, le caramel, qui installent en jeu nos chers principes capitalistes. Une forme de récompense qui encourage l'accumulation pour pouvoir s'offrir l'objet virtuel de ses rêves, et qui est d'ailleurs allègrement employé dans les free-to-play, mais je crois que j'ai pas vraiment besoin de détailler ce point. Par contre, il faut noter que contrairement aux récompenses extrinsèques précédentes, celle-ci peut être instrumentalisée pour atteindre des récompenses intrinsèques, et c'est aussi vrai pour les points d'expérience qu'on trouve dans les RPG, qui sont d'une certaine manière une forme de monnaie. D'ailleurs dans Dark Souls, on achète des objets et on monte des niveaux avec la même devise, les âmes. Ça fait déjà 2 utilisations de Dark Souls. Attention Hugo. Ce que je veux dire par instrumentaliser, c'est le fait qu'on va se servir de récompenses extrinsèques pour prendre part à des activités autotéliques. Typiquement, le grind, ça peut être vu comme une manière de se préparer à un combat plus compliqué et de prendre plus de plaisir pendant celui-ci que si on y allait avec un niveau inférieur. La récompense extrinsèque instrumentalisée n'est plus une fin en elle-même, mais un moyen pour accéder à une autre fin à laquelle on donne une valeur intangible. Dans un style un peu différent, mais toujours dans l'instrumentalisation, on peut penser aux items ou pouvoirs qu'on trouve dans les Metroidvania et qui nous ouvrent à de nouvelles boucles. La Morph Ball de Metroid Prime nous permet de nous faufiler dans des conduits, le dash de Hollow Knight nous fait gagner en vitesse et permet de prendre des raccourcis, et le pari de Ori and the Blind Forest renverse notre rapport aux projectiles ennemis. La récompense est donc une nouvelle mécanique qui mènera à d'autres récompenses de cette forme, et ce jusqu'à la fin du jeu. Les récompenses extrinsèques, si elles sont plus concrètes que les intrinsèques, n'en sont donc pas moins complexes. Elles peuvent aller du pur cosmétique au presque pur ludique. Et bien sûr, tout ça peut opérer simultanément à un moment spécifique de jeu. Pensez par exemple à tout ce qui se passe quand vous avez battu une grosse bébête dans Prey. Vous avez le sentiment d'accomplissement, de progression dans l'espace, du loot que vous pouvez recycler, peut-être un trophée parce que vous l'avez buté d'une certaine manière, etc. Et ce sont donc toutes ces récompenses intrinsèques et extrinsèques qui, combinées, vont tenter de maintenir notre intérêt pour un jeu. Ce qui nous ramène à Mario Odyssey. Si on suit nos petites catégories, clairement les lunes sont des récompenses extrinsèques qui accompagnent des activités en principe autotéliques. On peut aussi noter qu'elles peuvent être instrumentalisées dans un premier temps puisqu'elles servent à booster l'Odyssée, qui nous permet de voyager de monde en monde et donc de découvrir des zones. Mais une fois que ça c'est fait, il s'agit simplement de faire grossir votre ballon. En revanche, les lunes ont ce site particulier qu'elles valorisent toutes les activités de la même façon. Repensez au RPG qu'on mentionnait tout à l'heure. Quand vous battez un boss, vous vous attendez à trouver du meilleur loot et plus de points d'XP que si vous battiez un péon lambda. Comme la récompense intrinsèque est en principe supérieure, on s'attend à ce que la récompense extrinsèque associée le soit également. Or dans Mario Odyssey, mis à part les passages un peu plus scriptés du titre qui sont très vite expédiés, qu'on traverse tout un parcours complexe à base de sauts, de rebonds et de transformations, ou qu'on tape simplement sur le sol avec nos miches, on se retrouve toujours avec la même récompense, une lune. Et je pense que c'est ce décalage qui m'a mené à me désintéresser du titre. En me récompensant constamment avec la même valeur mais pour des activités qui demandaient des engagements très différents de ma part, le jeu a fait naître en moi plus de frustration que de satisfaction. Puisque peu importe ce que j'accomplissais, pour lui ça méritait toujours la même chose. Et quand j'ai appris qu'il y avait 999 lunes, alors là... Allez, bisous, bisous. Une réaction d'ailleurs plutôt logique, puisque quand elles sont systématiques, les récompenses extrinsèques ont tendance à diminuer les récompenses intrinsèques. C'est notamment Scott Rigby, un psychologue converti à l'interactif, qui avance cette idée lors d'une conf à la GDC, en se basant sur une étude qui proposait à deux groupes de faire deux puzzles. Un premier groupe où ils devaient simplement faire les puzzles, et un deuxième auquel on donnait en plus une récompense extrinsèque pour faire la même chose. Si au premier puzzle le groupe récompensé ressentait plus de plaisir, au deuxième puzzle, le plaisir devenait complètement nul, alors que dans le groupe sans récompense, si le plaisir n'était pas aussi intense au premier round, au deuxième, il restait quasiment identique. Et on peut donc tout à fait envisager que l'abondance de lunes dans Odyssey ait le même effet, malgré les excellentes idées qu'on peut trouver au sein de celui-ci. Parce que bon, même si je m'attarde un peu plus sur ce qui m'a déplu dedans, il y a quand même des trucs super cool dans ce Mario. Oh, ça sent la petite phrase pour faire barrage aux fanboys, ça. Mais non, pas du tout. Enfin, tu plaisantes. Pas du tout le genre de la maison. Et puis il ne faut pas oublier non plus que ce Mario a été designé pour être accessible au plus grand nombre, et que ce choix de lune qui ne hiérarchise pas les challenges traduit avant tout cette volonté, et que malheureusement, il n'y a pas de recette miracle pour contenter tout le monde.
Tous les systèmes ont leurs faiblesses et leurs paradoxes. Prenez The Witcher 3, l'univers est top et certaines quêtes annexes sont vraiment plaisantes à faire pour les personnages, les dialogues ou le bestiaire. Mais le jeu nous récompense systématiquement aussi avec de l'XP, et si on veut tout découvrir, on se retrouvera donc forcément avec un Geralt sous stéroïdes qui roulera sur tous les combats. Et ça c'est un peu à double tranchant, parce qu'autant ça peut convenir à ceux qui veulent avoir un personnage puissant pour être à l'aise, mais ça peut déplaire à ceux qui voudraient conserver du challenge tout au long de leur aventure. De l'autre côté, dépouiller son jeu de toute récompense extrinsèque peut le rendre moins attractif et moins satisfaisant pour certains. On pourrait par exemple être déçu de ne pas débloquer de nouvelles armes ou compétences dans Fury, ou faire un peu la tronche devant l'austérité d'Inside, dans lequel même les collectibles participent à rendre l'aventure cryptique. Ainsi, l'implémentation d'un système de récompense extrinsèque est avant tout un choix de game design, et comme tout choix de game design, il amène avec lui son lot d'avantages et d'inconvénients, le tout est qu'il soit cohérent avec la proposition générale du jeu. Et finalement, ce qui peut être intéressant pour nous joueurs et joueuses, c'est de se demander pourquoi tel ou tel type de récompense fonctionne bien sur nous. Est-ce qu'on est plutôt attiré par l'accumulation de puissance, de richesse pour dominer le jeu? Est-ce qu'on est attiré par le fait de tout compléter? Est-ce que ce sont les trophées et les regards des autres qui nous poussent à persévérer? Ou est-ce l'histoire, l'univers, ou le sentiment d'être dans sa zone de confort virtuel? En s'intéressant concrètement à la nature des récompenses des jeux qui nous plaisent ou non, on peut trouver des réponses à ces questions. Et je pense que celles-ci peuvent vraiment nous éclairer sur nos goûts et même sur ce que nous sommes. Par exemple, je pense que si j'aime bien les systèmes d'XP et de niveau, c'est parce qu'à l'avenant d'une situation potentiellement imprévisible, j'aime bien être préparé, voire surpréparé pour l'aborder avec sérénité. Et c'est clairement quelque chose que je retrouve dans mes jeux comme dans ma vie quotidienne. Et à l'inverse, peut-être que mon désintérêt pour Odyssey est en fait un lointain écho à mon rejet du collectionnisme après avoir poncé toute l'Italie pour dénicher les plumes de Petruccio. Et dans ma vie, je ne collectionne rien. Vous remarquerez que je n'ai pas d'amiibo, ni de Funko Pop, ni d'édition collector, parce que ça marche pas sur moi. Et puis il nous semble important de conscientiser que même si nous jouons en premier lieu et principalement pour le plaisir de jeu ou de la découverte, si nous y passons autant de temps, c'est aussi un petit peu parce que les designers usent d'outils qui titillent en nous certains leviers psychologiques. Et si ça c'est pas un problème, parce que nous prenons part au jeu volontairement, il faut néanmoins garder à l'œil ces outils quand ils sont utilisés au cœur de stratégies de rétention et de monétisation. Si EA ont fait machine arrière après le four de Battlefront 2 et de ses microtransactions un peu craquées, nul doute qu'avec leurs petits camarades éditeurs, ils vont continuer de tester et affiner leur lootbox jusqu'à ce que ça passe. Et peut-être qu'ils arriveront à faire des récompenses extrinsèques intéressantes avec. Peut-être. Mais quand on sait qu'Activision a récemment déposé un brevet pour encourager les microtransactions, en favorisant la rencontre entre des joueurs qui n'ont rien acheté et d'autres qui seraient mieux armés parce que déjà passés à la caisse, on se dit que c'est pas le moment de baisser sa garde. Merci d'avoir suivi cet épisode jusqu'ici, j'espère que vous y avez trouvé de quoi nourrir d'éventuelles réflexions. Si vous avez des exemples de récompenses qui vous ont particulièrement accroché, ou au contraire complètement rebuté, partagez-nous ça dans les commentaires. Cet épisode a été financé sur Tipeee, si vous voulez nous donner un petit coup de pouce pour le prochain, allez donc faire un tour sur notre page. On est encore en janvier, donc je vous souhaite une très belle année, cœur sur vos manettes, vos claviers et vos Joy-Cons.